Bienvenue au Rendez-vous à la 3, un podcast dans lequel on va parler d'entrepreneuriat, d'impact et de projets menés par des passionnés. Bonjour à tous et à toutes, je suis Lia Ferranti et je suis la cofondatrice d'Ala3 Media, une maison de production de podcasts éducatifs et engagés. Chaque semaine, nous écouterons les témoignages inspirants d'entrepreneurs qui ont créé des organisations ayant un impact positif sur la société. Chaque épisode est le récit de personnes ayant osé sortir des sentiers battus, prendre des décisions audacieuses et qui ont finalement réussi à réaliser leurs rêves tout en faisant une différence positive dans le monde. Nous sommes convaincus que chaque histoire peut inspirer, motiver et transformer notre manière de concevoir l'entrepreneuriat. Alors si vous voulez découvrir comment entreprendre à votre tour en faisant une différence pour la société, rejoignez-nous. Bonne écoute! Bonjour, alors merci beaucoup Charlène d'avoir accepté cette invitation et de faire partie de nos capsules où on rencontre des entrepreneurs montréalais qui sont au début de leur parcours. Le principe de ces capsules-là, c'est qu'on va vous revoir dans 6 à 8 mois pour voir un peu les nouvelles étapes et où vous en êtes rendus. Donc merci beaucoup. Merci de l'invitation. On va commencer un peu. Est-ce que tu veux nous parler de ton parcours et comment tu as commencé dans l'entrepreneuriat ? Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Charlène, j'ai 32 ans, je suis originaire de France, j'ai au préalable monté une entreprise en France, en fait, c'était ma première expérience d'entrepreneuriat. J'avais une société de produits écologiques à destination de la restauration, donc pour éviter d'avoir des produits jetables type paille, ça a commencé avec les pailles, et puis après gobelets, coupe-ouverts, ce genre de choses. Tu proposais des alternatives ou Des alternatives en inox, exactement, pour remplacer tout ce qui était jetable au sein de la restauration. Donc c'était ma première entreprise, c'est ça, qui est toujours d'ailleurs en activité. Je la chapeaute de loin, mais l'entreprise est toujours en activité. Elle a 5 ans maintenant. Waouh, félicitations! Tu pensais la vendre ou c'est quoi un peu tes projets avec ça? Alors, en fait, initialement, j'ai monté l'entreprise, très honnêtement, pas par passion, mais par, je sais pas comment dire. En fait, j'ai une petite cousine qui, à l'époque, avait 19 ans et qui cherchait un stage dans la communication. Ah, cool. Elle a cherché, elle a pas trouvé. Et puis, j'avais l'envie de lancer une entreprise. J'avais pas vraiment d'idée, mais je cherchais quelque chose qui était... Enfin, là, pour le coup... Étant donné l'urgence de la situation, je suis partie sur quelque chose d'assez facile à monter. C'était principalement de l'achat-revente. Et donc, en fait, on a monté l'entreprise toutes les deux. Ça lui a permis d'avoir un stage. Et quand je suis partie à Montréal, je lui ai laissé l'entreprise. Je ne l'ai pas vendue. C'est super cool. Est-ce que tu es actionnaire principal? Est-ce que vous êtes 2 actionnaires? Ou est-ce que c'est toi qui dirige et elle est employée de cette entreprise? Alors, elle est maintenant l'actionnaire principal de l'entreprise. Moi, j'ai plus qu'un rôle de consultante, si on peut dire ça comme ça. Quand elle a des questions, des problèmes, elle m'appelle, on en discute ensemble. Mais maintenant, j'ai un regard assez éloigné de l'entreprise. Et est-ce que c'est encore un passif? Enfin, je veux dire, est-ce que tu as encore des revenus qui découlent de cette entreprise? Non, plus maintenant. Ok, c'est une belle façon de faire, je trouve. Ouais, c'était assez formateur au final. Bah oui, c'est sûr. Ça m'a permis de mettre un premier pied dans l'entrepreneuriat et puis dans le démarchage de clients par moi-même, et puis même la gestion dans l'entreprise et la gestion d'une ressource. C'est pas tout de suite en général que tu as une ressource dans ton entreprise directement. Donc, non, c'est clair, génial. Donc ça m'a fait une belle expérience. Et ensuite, quand tu es venue à Montréal, c'était quoi la suite de ton parcours? Donc je suis arrivée à Montréal, en fait j'ai suivi mon conjoint, c'est comme ça que ça s'est passé, qui lui a eu une opportunité dans le salariat, en fait c'est la même entreprise qui l'employait en France qui lui a proposé un contrat ici, donc c'était pas forcément une volonté de ma part de venir m'installer à Montréal, mais j'étais quand même plutôt ouverte. Donc on avait de toute façon tous les deux imaginé vivre à l'étranger à un moment donné de nos vies, donc ça s'est bien présenté. Et quand je suis arrivée ici, j'ai eu une expérience semi-entrepreneuriale, on va dire, puisque j'ai repris un OBNL existant
mais dont j'étais la seule salariée et finalement j'étais la responsable de l'OBNL avec tout ce qui en découle. Donc ça a été une première finalement expérience entrepreneuriale ici à Montréal qui m'a permis de découvrir l'écosystème, la façon de fonctionner ici au Québec, qui m'a permis aussi de découvrir les différentes offres qu'il existait pour les petites entreprises, les subventions, les bénévoles. Enfin, comme c'était un petit OBNL, ça a nécessité quand même pas mal de recherches, de subventions et de bénévolat. Ça m'a permis, en fait, voilà, d'avoir une première expérience. Direct dans le grand bain, en fait. Hein. Exactement. Parce que les OBNL, c'est crunchy en termes de gestion, même en termes de gestion financière, puis des fonds. Ça demande beaucoup de connaissances. Tout à fait. Et puis, c'est un OBNL qui avait énormément souffert de la Covid. Ok, ouais. Donc, d'ailleurs, il est malheureusement plus en activité. Mais il a vraiment énormément souffert de la Covid. Et est-ce que tu as été accompagnée là-dedans ou t'as dû trouver des ressources toute seule par toi-même en tant que nouvelle arrivante? En plus, c'est quand même un sacré challenge. Très rapidement, j'ai travaillé avec PME Montréal, qui m'a aidé à trouver d'autres ressources en fait pour essayer de refaire vivre l'OBNL. Mais d'un point de vue financier, c'était extrêmement compliqué et ça n'a pas survécu. Mais ça a été une bonne expérience et puis ça m'a permis de développer un réseau dans l'écosystème de l'entrepreneuriat québécois. Et dans un coin de ma tête, j'avais eu l'idée de Michel il y a déjà quelques années, mais c'est sûr qu'en arrivant au Québec, en étant confrontée à la pénurie de main-d'œuvre, en étant confrontée à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, je me suis dit qu'il y avait peut-être un besoin encore peut-être plus important qu'en Europe, où il y a quand même moins cette pénurie de main-d'œuvre qu'ici. Et c'est vraiment ici, en fait, que j'ai eu cette idée. Alors, l'idée, pas vraiment, mais que j'ai pris mon courage à deux mains. Ouais. Et que j'ai décidé de me lancer. Ok, donc tu avais déjà eu cette idée quand tu étais en France, un peu dans le milieu de la restauration, sûrement grâce à ton autre entreprise, j'imagine. Tu avais dû voir un peu cette pénurie-là ou En France, j'aurais tendance à dire que c'était pas vraiment la pénurie qui m'avait surprise, mais plus les qualifications. Ok. Je sais pas ce que t'en penses, mais quand tu demandes du vin au restaurant, en fait, peu importe l'endroit dans le monde, j'ai l'impression que c'est difficile. C'est difficile pour le serveur de pouvoir te conseiller. Et puis, outre le fait qu'il soit qualifié ou non, il existe tellement de plats, tellement de vins, tellement de gammes de prix différentes que ça devient quand même assez compliqué pour une seule ressource de pouvoir te conseiller autant que toi tu le voudrais en tout cas. Ben oui, effectivement. Et après ça, donc tu as repris l'OBNL et finalement tu as continué, tu t'es dit que tu allais partir de ton entreprise. Et là, est-ce que tu as pris un autre job pour essayer de réfléchir plus à ton idée ? Exactement. Là, j'ai effectivement un job à temps plein dans une entreprise québécoise, une petite entreprise aussi. Donc, c'est aussi toujours dans l'écosystème de l'entrepreneuriat. On est très peu de salariés. C'est vraiment une petite entreprise. Je rapporte directement à la fondatrice, par exemple. Et donc, je suis acheteuse pour une entreprise qui fait des boîtes mensuelles. Et dans quel domaine ? Dans le domaine de la nutrition, principalement, ce sont des collations santé, des snacks, des croustilles, ce genre de choses que tu reçois à chaque mois chez toi pour te faire plaisir. Donc l'entrepreneuriat, c'était un peu... Ouais, c'est vraiment un domaine qui me passionne. Ouais. Initialement, à ma sortie d'études, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais une vision toute tracée de mon avenir, grande entreprise, salariat, monter les échelons, ce genre de choses. Enfin, c'est ce que je pensais que je voulais faire. Donc, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs à la sortie de mes études. J'ai eu de longues années d'entrepreneuriat qui ont été quand même de salariat plutôt. Mm-hmm. Qui ont été formatrices, extrêmement formatrices, mais c'est pas là-dedans que je me retrouve, j'ai l'impression. Et qu'est-ce qui t'a donné ce petit supplément dont tu avais besoin pour te dire « Ok, c'est bon, je lance mon projet ». J'ai l'impression qu'ici, tout paraît peut-être plus facile, en fait. Lancer son entreprise, ça me paraît plus facile qu'en France. Accéder à des programmes d'entrepreneuriat comme on a pu faire, ça me paraît plus facile qu'en France. Accéder à des subventions, ça me paraît plus facile qu'en France. Donc, je me suis dit que c'était peut-être la bonne occasion de se lancer. Puis, j'étais à un moment de ma vie où je repartais à zéro. Un déménagement à 6000 km, tout un réseau à reconstruire. Donc, je me suis dit que c'était le bon moment. Et donc, en fait, on sait aussi que tu es dans cette
capsule-là parce que tu as fait partie du même incubateur que moi et que les autres invités. Est-ce que tu veux nous parler un peu de pourquoi tu as choisi d'aller dans un incubateur et pourquoi celui-là ? Alors écoute, quand j'ai découvert Startup Montréal et le programme Fondatrice, ça a semblé correspondre en fait en tout point à là où j'en étais à ce moment-là de ma vie, étant donné que j'avais juste une idée. Donc c'était un programme qui était certes demandant, mais qui permettait en fait de venir avec juste ton idée en fait. Donc ça m'a vraiment motivée. Ça a été 17 semaines, je crois. 17 semaines extrêmement formatrices, extrêmement motivantes et bénéfiques pour mon lancement d'entreprise. Voir les autres filles évoluer, voir où elles en étaient à chaque semaine, c'était vraiment motivant, les intervenants étaient vraiment de qualité. Et puis je dois avouer que le fait que ce soit réservé aux femmes, c'était aussi... ça... Je trouvais que c'était... Ouais, je trouve que c'était bien. C'était bien parce que nous, ça nous a permis de nous exprimer comme on voulait, je pense. Peut-être qu'on aurait peut-être pas pris la même place. Ouais, pas pris la même place et peut-être pas avancé de la même façon si on avait été confronté directement au vrai monde entrepreneurial, en fait, si je peux dire ça comme ça. C'est sûr qu'on est beaucoup plus vulnérable quand on se sent avec ses pairs. Fait que c'est sûr que je trouve quand on est avec des personnes, entre femmes par exemple, comme dans cet incubateur-là, ça nous a permis d'être vraiment vulnérables et grâce au peer-to-peer et tout ça, je pense que peut-être qu'on n'aurait pas eu ça si on avait été dans un incubateur normal. Non, je pense que t'as tout à fait raison. Exactement. Et est-ce que tu recommencerais si tu devais repartir à zéro, mettons, tu referais un incubateur ? Oui, je pense. Ouais. Ça a vraiment permis d'accélérer en fait ma façon de travailler, me motiver, me forcer à me mettre des échéances. On va pas dire que l'incubateur nous faisait avoir des échéances, mais le fait de se voir nous à chaque semaine, puis à chaque 2 semaines pour raconter son évolution, t'as pas envie d'arriver et de dire moi depuis 2 semaines j'ai rien fait. Donc, par conséquent, ça te motive en fait à avancer et à montrer un peu avec fierté les avancées que tu fais aux autres personnes. C'est vrai. Et là, on va un peu dévoiler le punch. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu c'est quoi ton idée d'entreprise et c'est quoi Michel ? Alors, Michel, en fait, c'est un sommelier virtuel à destination de la restauration. Il existe des sommeliers virtuels déjà à destination des consommateurs. Mais moi, le problème que j'ai vu, en fait, c'est que, les consommateurs s'y connaissent pas particulièrement en vin, mais le monde de la restauration ne forme pas, en tout cas, ses serveurs à conseiller du vin aux clients. Donc j'ai fait différentes études qui montrent que énormément de clients de restaurants aimeraient être mieux conseillés, mais surtout que 80% des serveurs se sentent stressés au moment où tu leur demandes de te conseiller du vin. Je pense que ça fait partie quand même intégrante de leur travail, et de se dire que 80% d'entre eux, au moment de faire cette tâche-là, se sentent stressés, ça montre qu'il y a quand même vraiment un besoin. Donc Michel est supposé résoudre ce problème, enlever cette charge de stress au serveur en lui permettant en fait de conseiller 2-3 types de vins différents dans différents budgets aux clients selon ses goûts ou en fonction de son plat. Et il faut savoir que Michel a gagné le prix du programme Fondatrice. Donc, c'est quoi les prochaines étapes un peu avec la bourse que tu as reçue ? C'est quoi un peu ta vision des prochains mois ? Alors, dans les prochains mois, en fait, là, je suis en train de construire ma base de données, en fait, 20 plats. Les prochaines étapes, c'est de travailler avec un sommelier pour valider, en fait, les accords mets et vins sur lesquels j'ai travaillé. Et puis, trouver un restaurant pilote où je pourrais implanter ma solution pendant quelques mois pour vérifier déjà que ça répond aux besoins du restaurateur et puis que ça a été conçu de façon à ce que ça lui facilite le travail, pouvoir avoir des feedbacks et pouvoir l'améliorer au fur et à mesure de l'utilisation. Donc là, tu as des grosses étapes qui s'en viennent. Est-ce que tu vas essayer d'aller dans d'autres incubateurs ? Est-ce que tu vas essayer d'aller chercher des nouvelles subventions ? Tout à fait. Donc là, c'est une grosse période pour les appels à projets. Donc je suis vraiment là-dedans. Préparer les pitch decks,
postuler aux incubateurs parce que ça permet en fait de développer un réseau, de développer de nouvelles compétences et puis d'accéder à différentes subventions. Quand on est accompagné par un incubateur, tout de suite on nous prend plus au sérieux en fait. J'ai l'impression que c'est plus facile de démarcher. J'en suis pas tout à fait là, mais je pense démarcher des investisseurs et puis même obtenir des subventions en général. Mais oui. Puis un pitch deck pour les auditeurs, c'est un document qu'on utilise pour pitcher, c'est-à-dire présenter son entreprise dans un temps déterminé. Donc, en général, au niveau des startups, c'est plutôt 3 à 5 minutes. C'est peut-être 4. En général, c'est ça qu'on utilise pour présenter notre idée. Et c'est comme ça un peu que beaucoup d'incubateurs sélectionnent leurs candidats ou même choisissent à la fin pour les subventions. Donc, c'est bien de travailler ça, mais c'est bien d'être accompagné pour apprendre à faire un pitch. Exactement, ouais. Nous, ça a été, en tout cas pour à la 3, mais je pense que pour toi aussi, ça a été quand même un challenge de créer un pitch. Complètement. Ça a beaucoup de code. Ça fait que c'est vraiment bien d'être accompagné. C'est vraiment une carte de visite d'entreprise, en fait, un pitch. Donc, c'est important de bien le travailler et de l'utiliser, puis de le réadapter à tout tes oui, ça c'est sûr. On est obligé de le réadapter pour chacune des opportunités qu'on a, en fait, que ce soit rentrer dans un accélérateur ou présenter son idée à de potentiels clients ou de potentiels investisseurs. C'est sûr qu'on va pas présenter les choses de la même manière. Mais ce qui était intéressant avec Fondatrice, c'est qu'on a pu se pratiquer entre nous, avoir les retours de chacune des filles et puis même pendant les séances de peer-to-peer, je sais pas si tu te rappelles, mais on a eu l'occasion de bien travailler notre pitch, c'était assez important et ça permettait vraiment d'avoir des retours et de démystifier la chose pour pouvoir la faire avec, on va dire, moins de stress. Exact. Au moment venu. Parce que ça vaut vraiment la peine de le travailler parce que tous les événements, genre Expo Entrepreneur, Startup Fest et tout ça, il y a souvent des concours de pitch, puis c'est de l'argent facile à les débloquer sur le moment. On a juste à monter sur la scène en général et à faire son pitch de quelques minutes, mais il faut avoir le courage de le faire. Il faut avoir le courage de le faire et je pense que c'est plus facile d'avoir le courage de le faire si tu as eu l'occasion de le travailler avant. C'est clair. Puis je pense qu'il faut continuer à s'entraîner parce que nous, on l'a fait il y a déjà quelques mois. Là, le refaire, ce serait pas facile. C'est sûr. En tout cas, de mon côté. Et pour les incubateurs auxquels tu vas poser ta candidature, est-ce que tu peux nous donner des noms? Parce qu'on en a qui sont quand même connus. Il y a Montréal Lab, Startup Montréal, La Piscine. L'incubateur que je vise là vraiment actuellement, dans lequel j'aimerais bien rentrer, c'est le MT Lab. Donc, c'est un incubateur qui est spécialisé dans le tourisme. Moi, ma clientèle cible, c'est la restauration. Et même plus particulièrement l'hôtellerie-restauration, enfin la restauration d'hôtels, parce que c'est une restauration qui a une grosse rotation de main-d'œuvre en fait et qui a du mal à garder ses compétences en interne. Ma solution permettrait de garder vraiment la compétence, la connaissance du vin à l'interne du restaurant et ne pas compter sur 1 ou 2 serveurs plus qualifiés que les autres. Le jour où ils partent, exact. C'est compliqué. Donc oui, voilà, le MT Lab, ça fait tout son sens pour moi. Ils ont de beaux partenariats avec différents acteurs de l'industrie et puis aussi avec l'ITHQ. Ok, waouh, ouais. Voilà, donc qui est l'école référence ici au Québec pour tout ce qui est restauration et sommellerie. Effectivement, oui, c'est vrai. Et pour conclure, ce serait quoi le conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui veut se lancer, pas forcément se lancer à temps plein dans son entreprise, mais juste qui a une idée et puis qui voudrait... Je pense qu'il faut tenter d'aller au bout des choses. Il y a beaucoup de ressources pour nous accompagner. Même si tu rentres pas dans un pré-accélérateur ou un accélérateur, il existe des ressources disponibles qui sont gratuites, qui sont accessibles. Il y a des gens qui demandent que ça, en fait, de nous aider. Donc, il faut se lancer. Enfin, je pense notamment à la conciergerie chez Startup Montréal qu'il suffit d'appeler pour avoir des conseils et de leur dire, moi, je cherche des subventions ou je cherche à faire telle ou telle chose. Il y aura toujours quelqu'un pour t'aiguiller. Donc, si tu as une idée, essaye de la mettre en œuvre. Et puis quel bel exemple aussi de savoir que toi, t'es arrivé à Montréal sans connaître personne, à la tête d'une OBNL, puis que t'es juste mise à te taper aux portes des gens, puis tout le monde t'a répondu. Là. Je pense que
Mais c'est ça, c'est assez. Je suis assez surprise, notamment en fait, de la facilité qu'il existe ici pour développer son réseau et avoir accès à énormément de ressources. Merci beaucoup pour ces beaux conseils. Puis, je pense que ça conclut cette petite série. Puis, j'ai hâte de voir la suite de tous ces projets et de Michel. Bah écoute, on se reparle dans 6 mois et ça m'a fait plaisir d'être invitée. Merci pour l'invitation. Merci.